Bonjour à tous, merci à tout le monde qui répond présent dans le cadre d'activité ça. Merci à vous qui allez suivre cette Zoom sur, en tout cas, ce webinaire sur la chat ou bien sur les pages Facebook des différentes plateformes, j'ai envie de dire, soit de CIMH ou de nos partenaires. Merci aux panélistes qui ont répondu affirmativement à la sollicitation du centre pour partager leurs réflexions sur cette thématique, j'ai envie de dire, en tout cas, qui nous préoccupe au plus haut point. Bienvenue à la troisième édition des rendez-vous du CIMH. Permettez que je rappelle que ce centre d'études interdisciplinaires des médias haïtiens offre une tribune, ou bien cette tribune aux chercheurs, spécialistes, professionnels ou tout autre acteur intéressé ou directement concerné par le fonctionnement ou l'évolution des médias en Haïti pour discuter, je dirais, même échanger, partager leurs réflexions afin de mieux comprendre les enjeux auxquels nous faisons face et vraiment les enjeux qui nous permettraient de réfléchir sur nous-mêmes, de réfléchir sur la manière dont les médias évoluent ou le paysage médiatique évolue en Haïti. Évoquer, mesdames, messieurs, la question de la déontologie, c'est évoquer la question de la régulation ou plutôt de l'autorégulation d'une corporation, du moins d'un ensemble de professionnels, souvent sous les feux de la critique qui se donne aujourd'hui, ou bien depuis des années, des normes, des codes ou des formes de conduite dans leur profession qu'ils exercent, une profession qui, d'avant, on dirait, noble. Enfin, aborder ce sujet sur la déontologie, on peut situer ce sujet parmi tant d'autres qui, pour certains, paraîtraient simple et pour d'autres, plutôt complexe. Simple, s'il faut penser qu'il est convenable, une fois établi, que les normes et les principes qui régissent le fonctionnement des médias, ou du moins des journalistes, se feraient respecter dans l'intérêt des médias et des journalistes eux-mêmes. Mais certains diraient aussi que c'est un débat complexe parce qu'il y a bien des réalités souvent intrinsèques à l'organisation ou même à l'environnement médiatique ou bien des réalités qui lui soient extérieures, qui constituent malheureusement de véritables entorses aux normes, aux principes ou bien au respect de ces normes et des principes qui régissent le fonctionnement de cette profession. La manière dont les médias et les journalistes fonctionnent en Haïti, par exemple, pourrait amener à penser qu'il n'existait pas un code de déontologie en rapport à la profession. Pourtant, il en existe un. Dans les discussions que nous allons suivre, nos intervenants interviendront sur l'existence de ce cadre. Ils évoqueront l'existence de ce cadre, de ce code qui, dans une perspective de normalisation, devrait dicter la conduite de la profession en Haïti. Qu'en est-il de ce code? Que doit-on savoir réellement sur l'existence de ce code? Que contient ce code? Les journalistes et les médias reconnaissent-ils vraiment l'existence de ce code déontologique? Pourquoi ce code n'est-il pas respecté dans le pays? Pourquoi on a l'impression que personne ou bien c'est juste une minorité de médias ou de journalistes qui s'en rendent compte vraiment? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Pourquoi mettre en œuvre aujourd'hui un code déontologique? En quoi cela aurait amélioré le paysage médiatique? Autant de questions qu'on aimerait aborder, probablement qui trouveront des réponses ou qui ne trouveront pas peut-être des réponses tout de suite. Mais les trois principaux intervenants pourront discuter là-dessus. Jeffrey Clark Lochard, qui est juriste spécialiste de programme communication et information au sein de l'UNESCO, et interviendra tout à l'heure sur le sujet. Il va nous présenter le mécanisme d'autorégulation des médias en Haïti. Je rappelle que UNESCO, c'est un des partenaires du centre, mais aussi l'un des organismes ayant contribué à la réalisation de ce code de déontologie en Haïti depuis un petit temps. Le journaliste Jacques Desrosiers, qui se passe de présentation, responsable de l'Association des journalistes haïtiens. C'est un acteur, un professionnel des médias qui connaît les réalités du terrain. Il va intervenir aussi sur les difficultés d'application d'un code de déontologie par les journalistes et les médias en Haïti. Et le professeur Louis-Gérald Blot, passé de présentation, professeur d'université, notamment, je sais qu'il a enseigné un cours sur, moi, en tout cas, il était mon professeur de communication éthique. Le professeur Blot, c'est celui qui connaît tous les noms et les visages de la plupart de ses anciens étudiants. Donc, c'est un spécialiste reconnu dans le domaine de la déontologie, de l'éthique journalistique. Donc, c'est lui qui est invité à partager avec nous son expertise et analyser
en quelque sorte le mécanisme proposé ici et il va émettre sans doute des recommandations que nous allons, en tout cas, qui seront tenues compte dans le cadre de cet échange. Merci à tous d'être là. Jeffrey, je vous passe le micro pour la première intervention. Merci Wolgenson. Et nous sommes très contents que nous sommes live et également que nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire assez important qui traite de la question de la déontologie des médias. Alors moi, je vais faire une intervention que je vais raccourcir vu le temps et sur l'autorégulation des médias en Haïti. Avant de parler de l'autorégulation, j'avais voulu traiter de la question de la liberté d'expression. Pourquoi? C'est parce que, comme vous savez, c'est le droit pour toute personne de penser et de pouvoir exprimer ses opinions et par tous les moyens, y compris par le moyen des médias. Et c'est un droit fondamental, mais ce droit n'est pas absolu. Ce droit a des limites. Et c'est pour ça que les médias aussi ont des règles de régulation et d'autorégulation. Puisque c'est un élément important de cette liberté-là, la liberté d'expression, qui est un droit de l'homme. Donc, cette liberté est souvent restreinte à des conditions qui sont fixées par la loi. Et pourquoi? C'est parce qu'on veut protéger les personnes. Par exemple, les discours de haine, discours de violence, les diffamations, délits de presse, également la protection de l'État dans une société démocratique. Donc, encore une fois, et c'est pour ça, c'est pour cette question, ces restrictions par rapport à la liberté d'expression, pour les médias, qu'il y a la régulation et qu'il y a l'autorégulation des médias. Mais en dehors de la régulation et de l'autorégulation, je voudrais préciser qu'il y a également les principes éthiques des journalistes. C'est-à-dire que c'est le journaliste lui-même qui doit respecter des principes éthiques qui n'ont rien à voir avec la déontologie, mais c'est une question de moralité pour le journaliste. Une seconde, il y a un petit problème dans mon... Voilà. OK. Alors, je vais parler maintenant de la régulation des médias. Donc, on a fait le point sur la question de la liberté d'expression. On a dit pourquoi les restrictions, il y a des restrictions par rapport à la liberté d'expression, donc qui nous portent, puisqu'on parle de liberté d'expression à travers les médias, donc évidemment, il y a la régulation et l'autorégulation. Il est vrai que je vais parler de l'autorégulation, mais il était important de faire le point également sur la question de régulation. En Haïti, la régulation des médias, on peut le trouver à partir de l'article 28.1 de la Constitution. La question de la liberté d'expression en général, je dois préciser. Il y a également le décret du 31 juillet 1986, mais j'ai ajouté le décret du 10 juin 1987 qui donne mission à l'organe exécutif du CONATEL. L'article 28.1 de la Constitution, le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, il y a des restrictions par rapport à l'exercice de la profession de journaliste. Bien que l'exercice de cette profession n'est soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Et l'article 28.2, le journaliste ne peut être forcé de révéler sa source, il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle. Encore une fois, vous voyez, les questions d'éthique professionnelle, les questions d'autorégulation et de régulation. Et pour le CONATEL, par exemple, bon, il y a l'article 16, par exemple, et 17 du décret du 31 juin 1986 parle de délit de presse, de menace de mort par voie de presse, atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Et puis, il y a le décret de 31 juillet 1986 qui donne mandat, en fait, parle de la mission du CONATEL, parle de la question de diffusion en ondes claires, de programmes violents, pornographiques. Tout ça, ce sont des éléments de régulation. Les questions de fréquences radioélectriques, les concessions de droits de radiodiffusion.
Et donc, tous ces éléments prouvent que le journalisme est régulé et autorégulé et il y a les principes d'éthique à respecter. Mais je voudrais faire cette précision assez importante. Pendant que je parle de la régulation, la position de l'UNESCO, c'est que l'UNESCO, en tant qu'institution des Nations Unies qui supporte les médias et qui favorise la libre circulation des idées par les mots et par l'image, l'UNESCO supporte l'autorégulation des médias. Et ceci, quel que soit l'État membre. Haïti est un État membre de l'UNESCO. C'est pour ça que l'UNESCO a appuyé la rédaction du Code de déontologie et la signature, bien sûr, du Code de déontologie des médias d'Haïti, déjà en 2011. Pourquoi? C'est parce que avec cette question d'autorégulation, il n'y a pas de contrainte du tout d'assemblée politique. Il n'y a pas de contrainte non plus de n'importe quel secteur économique. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de régulation, c'est une loi. Généralement, dans les sociétés démocratiques, les lois, eh bien, c'est le Parlement et l'exécutif qui promulgue les lois. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, toutes ces questions-là liées à la politique ou à tout, en fait, ou le secteur économique aussi, à travers la politique, peut avoir une certaine influence sur les médias. Donc, nous, au niveau de l'UNESCO, de manière générale, et c'est un principe pour tous les États membres, supportent l'autorégulation des médias. Et maintenant, parlant d'autorégulation des médias, l'UNESCO, à travers la JH, a supporté en 2011 pour que Haïti puisse avoir un code de déontologie des médias et des journalistes. Je voulais parler également des éléments contextuels de l'autorégulation en Haïti. Oui, on a le code signé en 2011 par 8 associations de médias et de journalistes, mais Haïti est un pays spécial par rapport à l'autorégulation. Pourquoi? C'est parce que Haïti a connu un régime de censure durant 30 ans, Duvalier, la dictature. Maintenant, ce qui fait que actuellement, et par rapport à cette question historique aussi, le journalisme en Haïti est plus que métier, c'est aussi un pouvoir. Et là, dans plusieurs pays, on parle de quatrième pouvoir. Donc, la presse haïtienne est devenue un vecteur essentiel de démocratisation sociale et politique. Aussi, en termes d'éléments de contexte actuel, il y a l'essor du numérique. Aujourd'hui, les plateformes en ligne, les médias sociaux, donc c'est un élément contextuel assez important lorsqu'on va parler de l'autorégulation des médias en Haïti. Ce qui fait qu'on est obligé de commencer à réfléchir par rapport à ces questions. D'ailleurs, le code de déontologie des médias et des journalistes était opposable à 8 associations de médias et de journalistes. À l'époque, il n'y avait pas eu de médias en ligne, ni d'associations de médias en ligne. Donc, c'est une question que peut-être au cours de ce webinaire, que le professeur Blo ou Jacques Desrosiers pourraient traiter. Mais bien sûr, comme a annoncé Wolgenson, je vais parler d'une proposition. Ce n'est pas un mécanisme, mais il y a une proposition de mécanisme d'application du code qui a été fait par le CEIMH. Donc, justement, en Haïti, pour les journalistes, pour les médias, il y a vraiment de grandes responsabilités sociales. Ça, c'est extrêmement important à signaler. Maintenant, qu'est-ce qu'on a actuellement? C'est que il y a un effort concerté, parce que le fait qu'on a eu le code de déontologie des médias et des journalistes que j'ai présenté, certains articles, pas tous les articles bien sûr, il y a un effort concerté des professionnels des médias d'instaurer des règles volontaires et de s'y conformer. L'Association des journalistes haïtiens, l'Association nationale des médias haïtiens, REFRACA, SACS, Médias alternatifs, etc. Ils ont fait un effort concerté dans ce code pour instaurer des règles volontaires. Et c'est pour ça que l'UNESCO supporte l'autorégulation, parce que c'est volontaire de la part des associations de médias et de journalistes. Donc, ils ont établi des principes minimums en matière de déontologie dans le code, en matière de respect du droit de la personne, en matière d'exactitude de l'information, tout ça dans le cadre des restrictions de la liberté d'expression dont j'ai mentionné au début de mon intervention. Maintenant, ils ont accepté de signer en 2011 leur part de responsabilité concernant la qualité du débat public dans les médias, tout en préservant leur autonomie rédactionnelle.
Et c'est de quoi il en est lorsqu'on parle du Code de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti de 2011, signé par ces 8 associations de médias et de journalistes. Mais aussi, ils ont accepté de réagir et répondre aux plaintes légitimes et corriger les erreurs. Les journalistes sont des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs. Donc, si les erreurs sont corrigées dans la corporation du journaliste, il y a un code d'éthique, il y a un code de déontologie. Donc, c'est plus facile, c'est-à-dire c'est éviter je peux dire, certains empoisonnements par rapport à la question de la liberté d'expression qui, compte tenu du contexte haïtien, parce qu'on a vécu 30 ans de dictature. Donc, c'est pour ça que l'autorégulation, c'est extrêmement important et on veut appuyer les médias et les associations de journalistes par rapport à cette question cruciale. Maintenant, comme je vous ai expliqué, je voudrais mentionner ici dans ma présentation, j'ai commencé avec ça, ces associations de journalistes qui ont signé le code. Il y a le président de l'Association nationale des médias haïtiens qui a signé, le président de l'Association des médias indépendants d'Haïti, le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens qui est avec nous à ce webinaire, le secrétaire général de SOS Journalistes, il y a aussi le groupe Médias Alternatifs, le SACS, Radio Communautaire, et les photographes, l'Union des journalistes photographes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Oui, toutes ces associations de médias et de journalistes, justement, ont signé ce code. Donc, remarquez que les associations de médias en ligne qui existent actuellement n'ont pas signé le code. Donc, ça, c'est une question assez importante et qu'on vraiment souhaite supporter les associations qui ont signé le code avec peut-être le CIMH pour voir quels sont les mécanismes pour qu'on puisse permettre à ce que, par rapport au contexte actuel des médias en ligne, les réseaux sociaux, l'Internet, etc., comment on pourrait intégrer ces associations pour qu'elles puissent respecter ces règles. Parce que les règles, quelles sont ces règles-là dans le cadre du code de déontologie? Alors, par exemple, on a cette version créole du code de déontologie des médias et des journalistes qui a été traduite par le professeur Harry Régis, que je remercie, au profit de l'UNESCO. Par exemple, on parlait d'information à publicité, madame. On parlait de publicité commerciale, politique, qui doit séparer l'information. On parlait de, en fait, cadeau avec faveur. Médias journalistes de refuser tout cadeau ou bien faveur qui a marré pied et puis faire tomber dans fait passeport qui. Il parlait de salaire, les salaires des journalistes. Vous voyez comment les responsables des médias, en fait, les propriétaires, ils font façon pour au moins bien payer les journalistes, un salaire qui est raisonnable. Dans le code, on parle des questions de protection des sources d'information. Les médias journalistes doivent respecter ses professionnels. Également, de questions RIME, télédiol, vol propriété information. Un élément extrêmement important que nous soulignons, parler de RIME, les médias journalistes doivent toujours dire c'est un RIME, par exemple, si il y a un RIME, et puis faire attention pour j'ai traité dans les médias, pas bali j'arrête ni en gros si mauvaise interprétation. Ça veut dire, code déontologie, ça lit vraiment bien, parce que tout élément, en vingtaine d'articles, vraiment clairement bien établi sur les principes de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti. On a parlé des principes d'innocence, la présentation des questions de violence, etc., traitement de l'information, droit de réponse. Parce que, en fait, ça peut arriver que le journaliste peut être induit en erreur et a donné une fausse information. Mais le journaliste peut corriger cette fausse information. Ouais. Il y a un monde qui si bien injustice en traitement à division d'information, doit avoir une opportunité pour lui répondre pour défendre tête. Le droit de réponse, encore une fois. Donc, tous ces éléments, comme je vous ai expliqué, en 17 ou 20 articles, ont été traités dans le Code de déontologie des médias et des journalistes signés par 10 associations de médias et de journalistes en Haïti. Quel est le rôle de l'autorégulation et pourquoi l'UNESCO appuie toujours cette question d'autorégulation, c'est-à-dire les règles volontaires fixées
par les professionnels des médias eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce que ça aide à préserver la crédibilité des médias auprès du public. Parce que les médias se fixent des règles. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une erreur qui est glissée, on corrige l'erreur. Il y a une plainte qui est portée, il y a des dispositions qui sont prises. Et c'est là qu'on va venir avec les recommandations dans le cadre du mécanisme d'application du code, où le CEIMH a fixé certains éléments liés particulièrement à ce qu'on appelle un conseil de presse. Le conseil de presse pour aider justement à faire appliquer ce code d'autorégulation, qui aide à convaincre le public que les médias libres ne sont pas irresponsables. Ouais, c'est une certaine responsabilité. C'est pour ça qu'on doit promouvoir ce code, on doit promouvoir les règlements parce que les journalistes ont des règles, les associations de médias ont des règles, ils se sont fixés des règles. Ces règles qui protègent le droit des journalistes eux-mêmes à être dépendants et à être jugés pour leurs fautes professionnelles, non pas par ceux qui sont au pouvoir, mais par leurs collègues. Ce n'est pas que la régulation existe, la loi haïtienne, il y a le délit de presse, il y a la désinformation, la diffamation. Parce que l'UNESCO, en fait, même pour la question de la régulation des médias, c'est-à-dire la diffamation en tant que peine, l'UNESCO est pour une peine civile, non pénale. C'est-à-dire non pas l'emprisonnement pour le journaliste qui a commis la faute, mais une peine au niveau civil, c'est-à-dire des dommages et intérêts ou ou justement des compensations à la personne que le juge pourrait prononcer dans son jugement à la personne victime. Mais autant que ces fautes professionnelles-là sont jugées dans la corporation et tant que ces acteurs-là sont d'accord pour appliquer ces éléments, ça prouve de la responsabilité dans les yeux du public, même par rapport au pouvoir politique qui est établi. Donc, en termes d'instances de régulation, comme j'avais mentionné, le conseil de presse que propose ce EIMH dans sa proposition de mécanisme d'application, c'est encore une proposition, ce n'est pas un mécanisme qui existe. Le code existe et est signé en 2011 par les associations, par 8 associations de médias et de journalistes, mais il n'y a pas encore un mécanisme d'application. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour que je plaide pour que ces acteurs-là, les acteurs, parce que le conseil de presse devrait composer principalement de professionnels des médias et indépendants du pouvoir politique. C'est-à-dire, ça pourrait avoir des professionnels des médias, mais également des membres de la société civile. Je crois que je vais avancer rapidement avec la proposition de CEIMH. Donc, et l'une des tâches essentielles, et je pense que c'est un problème peut-être actuellement par rapport au code de déontologie, et on attend l'intervention de M. Desrosiers par rapport à ça, et du professeur Blo qui va cadrer le débat, c'est l'examination des plaintes. Est-ce que des plaintes ont été portées pour les médias ou pour les journalistes? Dans le cadre de ce code de déontologie, pour des journalistes qui sont membres des associations opposables au code de déontologie, et que ces plaintes ont été examinées collectivement. Donc, si on a le conseil de presse qui est indépendant du pouvoir judiciaire, ça va faciliter le travail en fait, des juges ou des confrères, si je peux pas, des confrères qui font, en fait, des confrères ou qui sont membres de ces associations ou qui forment un petit comité, peut-être que ce serait peut-être un élément assez fondamental, un comité d'application du code par rapport à ces associations, à ces associations de médias et journalistes qui ont signé ce code. Donc, l'une des tâches essentielles de cette instance de régulation, c'est un conseil de presse qui est indépendant du pouvoir politique, bien sûr, c'est d'examiner les plaintes des lecteurs et de les juger collectivement, ce qui prouve le sens de responsabilité du travail des travailleurs de presse. Il y a une erreur qui s'est glissée dans le texte. Maintenant, je vais être très rapide. Le CEIMH, le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, sur une recommandation de l'UNESCO, un travail scientifique qu'on a recommandé, eh bien, ils ont proposé un mécanisme de mise en œuvre du code qui n'est pas encore activé, qui n'est pas encore validé par les associations de médias et de journalistes. Moi, je pense que ce serait intéressant à la fin de ces webinaires en termes d'action pratique. L'UNESCO pourrait voir avec ces associations de médias là comment discuter de cette proposition de mécanisme de mise en œuvre. Donc, il y a une méthodologie et ils ont fait une analyse approfondie d'un ensemble de 10 mécanismes de mise en œuvre existant dans différents pays. Il s'agit de Québec,
Luxembourg, Suisse, France, Belgique, Burkina Faso, Tunisie, Maroc, Cameroun, Pays-Bas. Donc, avec cette analyse, les scientifiques, les experts du CIEMH, en fait, on peut comprendre les contextes de mise en œuvre, les forces et faiblesses des instances de régulation chargées de mettre en œuvre les codes adoptés par les acteurs de la coopération médiatique et des pays en question. Et donc, ce mécanisme-là que le CIEMH a présenté constitue un dispositif d'application qui correspond aux caractéristiques du système médiatique haïtien et son environnement. Je pense qu'à la fin de ce webinaire, ce serait bien qu'on peut diffuser, encore une fois, parce qu'on n'a pas encore fait la diffusion de ce mécanisme, mais même cette proposition. Moi, je pense que peut-être la première étape serait de discuter formellement avec les associations de médias et de journalistes, bon, et aussi peut-être publier cette proposition de toute façon. Donc, dans cette proposition, peut-être qu'on aura un autre espace pour présenter vraiment textuellement et discuter essentiellement de cette proposition de mécanisme de mise en œuvre, si possible, dans le cadre d'un webinaire ou avec le CIEMH. Mais les grandes lignes, je vais présenter les grandes lignes. Ils ont présenté le défi posé par l'Internet à l'autorégulation des médias, cette question de médias en ligne, etc., dont j'ai mentionné. Ils ont dit qu'ils ont remarqué qu'il s'agit des défis auxquels font face toutes les instances de régulation. Ce n'est pas seulement Haïti. Et donc, il y a un problème d'abord avec les médias traditionnels qui avaient une présence en ligne. Et les sites web également sont hébergés dans les pays très éloignés du public auxquels ils s'adressent, soit aux États-Unis, en France, etc. Des problèmes se posent quant à la compétence géographique de tout organisme réglementaire chargé d'administrer les codes de déontologie. Et en raison de cette évolution, les instances d'autorégulation ont dû s'adapter en tenant compte des nouveaux médias. C'est donc dans cette perspective que le CIEMH recommande à ce que les compétences de cette instance d'autorégulation s'étendent aux nouveaux médias. Et ils ont parlé des éléments du bien fondé du conseil de presse. Moi, j'ai donné certaines informations également par rapport au conseil de presse. Je pense que c'est extrêmement important en termes de tâches essentielles. S'il y a des plaintes qui sont portées, comme le conseil de presse est formé essentiellement ou principalement de travailleurs de presse eux-mêmes avec des organismes de la société civile en dehors du pouvoir politique. Donc, ils peuvent traiter mieux ces questions-là s'il y a des plaintes contre les journalistes. Et donc, ils ont proposé une mission sans but lucratif qui vise à protéger la liberté de la presse, du droit des usagers des médias, à une information de qualité. Donc, voilà. L'information de qualité. Le conseil de presse peut appuyer cette question par rapport à cette dérive qui existe actuellement dans la presse haïtienne et avec l'avènement des réseaux sociaux et de l'Internet. Donc, créer à l'initiative conjointe de journalistes et de dirigeants de médias et des représentants du public. Et elle a pour principale fonction de défendre le droit du public à une information de qualité. Cette autorégulation a comme tâche essentielle d'examiner les plaintes du public concernant le travail des médias et de les juger collectivement. Ça, c'est extrêmement fondamental. Donc, on va donner compétence, justement, en termes de compétences, le conseil de presse, c'est un organisme autonome à adhésion volontaire, indépendant des autorités gouvernementales haïtiennes. Et elle ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif, coercitif, etc. Le CIEMH a recommandé que les compétences de cette juridiction de sanction s'étendent à tous les médias traditionnels, radio, télévision et presse écrite, avec leur extension sur Internet de tous les nouveaux médias, notamment les médias en ligne. Ça, c'est extrêmement important. Qu'ils soient membres ou pas de la structure ou signataires du code de déontologie. Bon, ça, c'est à discuter. Et pour voir si on peut étendre ce pouvoir-là, cette compétence-là, au conseil de presse, si jamais on arrive à mettre sur pied ce conseil de presse. Et le conseil de presse serait habilité à effectuer des amendements au code de déontologie au besoin. Ça, c'est intéressant. Pour être validé, ces amendements doivent être adoptés par la majorité absolue des membres du conseil. Une fois constitués, les membres du conseil doivent se réunir pour définir ces règles de fonctionnement. Je vous rappelle que ce n'est pas un document de l'UNESCO, c'est un document qui a été recommandé par l'UNESCO au centre d'éducation au CIEMH, qui a fait des propositions. Donc, il n'est pas adopté par l'UNESCO et qui ne régit pas jusqu'à présent les principes de l'UNESCO pour l'instant. Mais si c'est adopté, c'est-à-dire c'est un document libre, donc ce sont des propositions et je pense que toute personne sera habilitée à discuter des propositions formulées par le CIEMH pour surtout les questions de compétences du conseil de presse. Donc, ils ont parlé de la composition, de la structure, et conseil d'administration, etc., et commission de médiation et de plainte,
comité de recevabilité, comme appel, etc. Et ils ont signé, ils ont mis les signataires du code à ANMH, à AMI, à JH, etc., etc. Donc, ils ont parlé de commission d'attribution de cadre professionnel. La question de cadre professionnel, moi, je pense que c'est un élément extrêmement important. Si on n'arrive pas, si l'État haïtien n'arrive pas à gérer cette question, c'est-à-dire en termes de régulation, maintenant, si, comme l'UNESCO, je vous dis, l'UNESCO est du côté de l'autorégulation, que les professionnels des médias se fixent eux-mêmes les règles, si on arrive à fixer des règles à respecter pour l'attribution des cadres professionnels, l'UNESCO ce serait dans son mandat d'appuyer ces actions. Il y a la question de formation aussi des professionnels des médias qui est traitée, que le Conseil de presse pourrait appuyer. Donc, je pense que je n'ai pas voulu être long. Donc, c'était l'essentiel de mon intervention, où je devrais justement mettre les éléments, les éléments contextuels par rapport au Code de déontologie des médias et des journalistes signé en 2011, mais également à cette proposition de mécanisme d'application du Code. Je vous remercie. Merci, Jeffrey, pour la présentation du mécanisme d'autorégulation des médias en Haïti que tu as brillamment présenté. Et là, je passe la parole au journaliste Jacques Desrosiers, responsable de l'Association des journalistes haïtiens, JH, qui, en tout cas, Jacques, c'est un acteur professionnel des médias qui connaît la réalité du terrain, qui va intervenir bien évidemment sur les difficultés d'application du code de déontologie qui a été présenté par Jeffrey pour les journalistes et les médias en Haïti. Jacques, je vous passe la parole. Jacques Desrosiers. Le micro de Jacques est fermé. OK. Je vais tenter de l'ouvrir et la caméra aussi. C'est toujours fermé. Toujours fermé. Donc voilà. Et si Jacques Desrosiers n'est pas encore prêt, disponible, on va passer certainement la parole au professeur Blo. En tout cas, j'attends encore si Jacques Desrosiers est disponible ou bien si on peut tout de suite faire un petit, si on peut le signaler. Voilà. Il est sorti probablement du Zoom. S'il est encore là, ah oui, il est toujours là. Monsieur Desrosiers, si vous pouvez allumer votre caméra et également votre micro, ça pourrait nous aider. Voilà. Je rappelle que nous tenons un débat sur la déontologie, la question de l'autorégulation, la régulation, l'autorégulation des médias. Et Jacques Desrosiers devait intervenir sur la difficulté de l'application de ce code. Et voilà, il est revenu. Et Monsieur Desrosiers, je vous repasse la parole. Si vous si vous pourriez allumer votre caméra. Alors, c'est bon, mais pour le micro, ce n'est pas encore fait. Vous avez quelques minutes pour intervenir. Bonjour, bonjour. Encore une fois, je salue l'initiative et tous les initiateurs. Je salue également les différents panélistes. J'ai entendu avec attention l'intervention de Jeffrey sur le code en général. Donc, je vais intervenir sur les difficultés à l'application de ce code de déontologie des médias signé en 2011. Il faut dire que c'est le code de déontologie des médias des journalistes d'Haïti, c'est le premier instrument signé par des associations de médias, de propriétaires de médias, de journalistes en même temps. Et c'est pour une fois on trouve une entente entre les journalistes et les médias et les patrons autour de la question de déontologie.
ce n'est pas la première initiative. Il faut dire qu'en 2006, il y avait une première tentative avec l'OIF. C'était lors d'une formation pour les journalistes. C'était un code axé sur la couverture électorale, mais c'était signé uniquement par des journalistes. Le Code de déontologie de médias et de journalistes d'Haïti, c'est le premier instrument signé par des associations de journalistes, par des associations de médias, où elles se sont mises d'accord sur un ensemble de questions concernant la pratique du métier en Haïti. Je ne vais pas faire le tour du document, l'a déjà fait, mais je vais parler surtout sur les éléments de blocage à l'application de ce code. Le premier élément de blocage, j'identifie, c'est l'engagement des associations signataires de la promotion de ce code. Il est vrai que les associations, les différentes associations l'ont signé, la NMH, l'AMI, le SOS journaliste, la GIH, etc. Mais ils ne sont pas engagés dans la promotion de ce code. Il y a l'Alte Presse, le groupe des alternatives, à travers Alte Presse, qui fait la promotion sur le site, en publiant le code sur le site. Après, il y a également l'Association des journalistes haïtiens qui, à chaque fois, qui a fait une impression de poche qui distribue dans les médias à des journalistes ce code en français et en créole à des journalistes. Donc, il y a un manque d'engagement des associations signataires dans la promotion du code. Le deuxième problème à l'application du code, il y a l'absence de mécanisme d'application. C'est vrai qu'il y a un ensemble d'articles dans ce code, il y a l'absence de mécanisme d'application. C'est vrai au niveau de certaines associations, il y a l'absence il y a une structure de conduite de déontologie, comme la GIH par exemple. Au sein de la GIH, nous avons un comité d'éthique, mais au niveau de ce code, on n'a pas prévu de mécanisme d'application. Comment ça va être appliqué, comment saisir quelle structure qui va surveiller à l'application du code, quelle structure qui va surveiller au respect des règles influentes dans ce code. Donc, il y a une absence de mécanisme d'application et qui n'est pas prévu à travers ce code. Et je pense qu'il est nécessaire pour que les associations signataires se mettent d'accord autour de cette question. Troisième élément de blocage, c'est le plus complexe, c'est le contexte. Le contexte dû à l'évolution des médias en ligne. S'il est vrai que les codes, comme l'a souligné et Jeffrey, il est vrai que le code n'est pas signé par les associations de médias en ligne. Il faut dire qu'au moment de l'élaboration de ce code, en 2011, il n'y avait pas vraiment d'association de médias en ligne. Et le groupe Médias Alternatifs qui travaillait dans ce domaine, c'est pour cela qu'on a retrouvé la signature du groupe Médias Alternatifs. Mais avec l'évolution du temps, aujourd'hui, on a environ trois principales associations de médias en ligne. Normalement, je pense aujourd'hui qu'il faut les intégrer. Il faut voir comment les intégrer à travers ce code. Et il y a le code des médias en ligne, je parle des associations, mais il y a des journalistes de médias en ligne, bon nombre de médias en ligne qui ne sont pas vraiment de médias en ligne. Là, il y a le contexte général qu'il faut tenir compte avec l'évolution des médias en ligne, l'évolution des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut en tenir compte, il faut de nouvelles discussions pour voir comment intégrer, comment tenir compte de cet aspect-là, comment tenir compte de l'évolution des médias en ligne, comment tenir compte de l'utilisation, de l'influence
des réseaux sociaux, de l'influence des médias en ligne dans la diffusion de l'information aujourd'hui en Haïti, pour voir comment les intégrer et à travers ce monde. Il faut dire, quand on parle des médias sociaux, on parle de l'Internet. Et là, au niveau des médias sociaux, au niveau de l'Internet en Haïti, il y a beaucoup d'affaires. Il y a un grand vide. Un vide, premièrement, il faut dire que jusqu'à date, il n'y a pas vraiment de législation sur l'Internet en Haïti. C'est vrai qu'on a le CONATEL, mais il y a la loi régissant le fonctionnement de CONATEL qui est désuète. Il faut une réforme de l'audiovisuel qui va inclure l'Internet, la numérisation, et là, on va commencer avec la question de régulation des médias en ligne. Mais le véritable enjeu aujourd'hui est le contexte dû à l'évolution des médias en ligne, l'évolution des réseaux sociaux, l'utilisation de cet instrument qui est l'Internet dans la diffusion de l'information. Le chapitre-là, ce volet-là, le volet des médias en ligne qui n'est pas inclus dans le document, dans le code d'autonomie des médias des journalistes d'Haïti. Voilà pour la première partie de mon intervention, celle-là. Ce sont les 3 éléments qui identifient comme éléments de blocage qu'il faut réfléchir. Je pense qu'au cours des échanges, je vais apporter beaucoup plus d'éléments d'explication. Pour moi, c'était là mon intervention. Voilà, merci beaucoup, Jacques Desrosiers, pour ces éclairages et surtout ces éléments que vous avez mentionnés qui constituent des éléments de blocage à la mise en application de ce code de déontologie présenté par Jeffrey tout à l'heure. Et maintenant, nous faisons place au professeur Louis-Gabriel Blot qui, lui, va intervenir surtout sur la question de la responsabilité, la liberté, la quête d'une déontologie médiatique robuste en Haïti. Le professeur Blot, il est reconnu dans le domaine de la déontologie et de l'éthique journalistique. Il a enseigné à la Faculté des sciences humaines et probablement dans d'autres institutions universitaires dans le pays. Professeur Blot, vous avez la parole. Merci, Wolgenson. Chers panélistes, collègues professeurs, chers étudiants, amis auditeurs et spectateurs, c'est toujours avec une joie renouvelée que je prends la parole ce matin pour partager mes points de vue concernant un problème fondamental, la question éthique et déontologique des médias en Haïti. Je remercie les membres du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens et tous ceux qui portent en eux le souci, l'espoir d'un lendemain meilleur. L'espérance ne déçoit jamais. Bref, dans le cadre de cette rencontre sur la déontologie des médias en Haïti, nous avons à réfléchir sur le sujet, à savoir naviguer entre responsabilité et liberté, la quête d'une déontologie médiatique robuste en Haïti. Comme sociologue, comme professeur en éthique de la communication et constatant l'irréparable qui se produit aujourd'hui chez nous, je m'inscris sans réserve dans la mouvance d'Ignacio Ramonet, qui eut à présenter une nouvelle typologie de pouvoir avec le pouvoir économique comme premier pouvoir, la presse et les médias comme deuxième pouvoir et le pouvoir politique comme troisième pouvoir. En analysant la situation actuelle, nous constatons effectivement que c'est l'argent qui mène la danse en se servant de la presse pour accaparer le pouvoir politique. Un peu plus d'éthique personnelle, un meilleur encadrement déontologique nous éloignerait de bien des dégâts. Et déjà posé le problème de la déontologie médiatique,
c'est poser un problème sémantique au niveau du mot média lui-même. Pas au niveau de la polysémie, mais plutôt au niveau de la typologie de cet instrument de communication de masse qui permet de toucher des centaines, des milliers de personnes à la fois. Quand on dit médias, on dit, premièrement, les médias imprimés avec les journaux, les magazines, les livres et tout autre document imprimé. Nous disons les médias audiovisuels qui comprennent la radio, la télévision. Nous disons les médias numériques avec les sites web, les plateformes de médias sociaux et tout autre contenu en ligne. Et nous disons aussi les médias extérieurs avec les panneaux d'affichage, les affiches et d'autres supports visuels. Donc, nous allons être d'accord dès le départ que toutes ces institutions ne peuvent pas répondre aux mêmes critères déontologiques, car le Larousse définit la déontologie comme l'ensemble des règles, des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients. Donc, quand nous parlons de déontologie dans notre présentation, nous allons plutôt contextualiser et considérer ce qui est dit au chapitre 1er de la loi sur la presse en Haïti du 31 juillet 1986, qui parle de la presse, des organes de presse et entreprises de presse. Et l'article 1er dit ceci. Sont groupés sous la rubrique de la presse, premièrement, le journal ou tout autre imprimé périodique. Deuxièmement, la radiodiffusion et la télévision. Troisièmement, l'imprimerie, la librairie et les maisons d'édition. Quatrièmement, les agences de presse. Et si les médias en eux-mêmes sont des institutions, il faudrait les considérer pour ce qu'ils sont, dépendamment de leurs caractéristiques particulières. Mais pourtant, derrière ces institutions, ce sont des hommes et des femmes qui manœuvrent et chacun vient dans le média avec ce qu'il est psychologiquement et socialement. Le journaliste ou le travailleur de presse est une personne humaine, construite et modelée à travers les expériences de la vie. Il est marqué aussi par des expériences de toutes sortes qui font de lui ce qu'il est, imprégné d'une certaine morale sociale. Ainsi, il est nécessaire de considérer cette démarcation entre l'institution et la personne humaine qui travaille dans l'institution, afin de savoir le niveau de responsabilité et le niveau de liberté qu'il y a de chacun dans l'acte à évaluer. Voilà pourquoi, dès le départ, nous nous plaçons dans l'axe journalistique pour mieux situer notre intervention. Et nous relevons cette ambiguïté fondamentale de mettre volontairement au même niveau la personne et les institutions dont les intérêts sont foncièrement différents. Patrons et ouvriers n'ont pas les mêmes intérêts. Ainsi, ils ne sauraient avoir la même responsabilité ni la même liberté d'action. Pourtant, paradoxalement, dès le préambule du Code de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti, il est dit « Les médias et les journalistes ont adopté le Code de déontologie suivant. » Pourtant, juste l'expression « la liberté de la presse » sonne différemment pour le patron de médias, pour le média lui-même et pour le travailleur ou le journaliste. La liberté de la presse est permise au patron
qui dirige son média comme il veut et qui contrôle ce qui est dit, ce qui est fait. Donc, la liberté de presse du travailleur ou du journaliste est une liberté sous contrôle. Et ainsi, pour bien des aspects, les médias et les journalistes ne sont pas toujours sur la même longueur. S'il faut citer en particulier la question de l'indépendance et de l'impartialité en période électorale. Il ne faut jamais oublier que la plupart du temps, le patron de presse, c'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Le média, c'est une institution. Mais le journaliste, lui, c'est un professionnel. Donc, difficile d'allier ses intérêts. Et de fait, le code de déontologie en vigueur actuellement porte la signature des patrons de presse, des responsables en chef des médias. Et si vous faites un tour pour voir les signatures, vous allez me dire. Et en plus, c'est un code qui a été mis en place sous l'égide de l'UNESCO. Donc, si nous avons choisi de toucher le problème ainsi, c'est pour faire saisir dès le départ les problèmes sous-jacents à la mise en place d'un vrai code de déontologie. Et pour bien comprendre et évaluer ce qui se passe, il faut bien se mettre face à une réalité qui nous force à une auto-évaluation et à considérer de nouveaux paradigmes. C'est chaque jour que nous entendons dire, vous de la presse traditionnelle, vous des médias traditionnels, des injonctions accusatrices, réprobatrices, mais qui éveillent et obligent à un nouvel élan, à des remises en question, à une quête pour une déontologie médiatique robuste en Haïti. Pour cela, il ne faudra pas seulement résoudre les problèmes sémantiques, épistémologiques, signaler les anachronismes, mais aussi éclaircir les concepts fondamentaux, en particulier la responsabilité et la liberté qui sont la base de toute démarche déontologique et éthique. Venons-en à la responsabilité. Pour mieux s'y aventurer du point de vue de l'action, il est bon de se référer à Max Weber, qui, dans l'ouvrage Le savant et le politique, va poser la problématique de la double éthique, l'éthique de la conviction, l'éthique de la responsabilité. La première éthique, on l'expérimente chaque jour chez les croyants. Les croyants qui vont agir et réagir en fonction de leurs croyances. Devant les situations, on peut résumer leur attitude par cet énoncé chrétien. Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu. Quant à l'éthique de responsabilité, Weber la résume ainsi. Nous devons répondre des actes prévisibles de nos actes. Mais au fond, ces deux éthiques ne s'opposent pas, mais se trouvent réunies chez l'homme politique. Pour Weber, ces deux éthiques sont complémentaires. Elles constituent ensemble l'homme authentique, c'est-à-dire un homme qui peut prétendre à la vocation politique. Pour le travailleur de la presse, pour le journaliste, ces deux éthiques sont nécessaires parce qu'il doit avoir des convictions arrêtées. Et c'est en fonction de ces convictions qu'il va prendre position en engageant sa responsabilité en fonction des enjeux. Mais de quelle responsabilité parle-t-on? Généralement, on parle de la responsabilité comme de l'obligation pour chacun
de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences. Cependant, pour les éthiciens, cela va plus loin. En parcourant un texte du professeur Guy Jobin, qui a écrit Le paradigme de la responsabilité comme condition de l'éthique théologique, publié dans L'aval théologique et philosophique, il se situe dans la ligne de Ricoeur, qui distingue une responsabilité inhérente à la vie sociale et distincte de la responsabilité juridique. Dans Soi-même comme un autre, Ricoeur va démontrer que l'imputation morale ne peut être que l'apanage d'un sujet qui se comprend d'abord comme l'auteur à quoi il faudrait ajouter la responsabilité comme initiative et réponse de l'ensemble de ses actes, c'est-à-dire pensée, parole, action, et d'une action particulière qui, ensuite, est capable d'initiative dans le cours du monde. Et à cela, il faudrait ajouter une responsabilité dans la perspective de la sociologie de l'éthique. Pour Jean-Louis Génard, qui a écrit justement Sociologie de l'éthique, pour lui, il existe un lien entre les processus de socialisation et le processus de responsabilisation, c'est-à-dire entre l'individuation et la construction morale de l'individu. On peut dire que Génard a centré son travail sur l'élucidation des modes et conditions de construction de l'identité morale sur le mode de la responsabilité. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que si le XXe siècle a été reconnu comme un siècle de responsabilité, eh bien, on comprend bien que l'histoire des éthiques chrétiennes de la responsabilité est exemplaire de cet effort de renouvellement de la pensée et de prise au sérieux des requêtes contemporaines de sens dont un bon nombre passe par une réflexion sur l'éthique de la responsabilité. Toutefois, pour qu'on soit responsable, il faut bien qu'on soit libre. En termes communicationnels, la liberté n'implique pas seulement le droit d'agir comme on l'entend, sans encourir des mesures de privation s'appliquant à tout individu. Non, il implique qu'on soit confronté au moins à une alternative et que la situation nécessite un libre choix et le rejet des autres possibilités. Aussi, il ne saurait avoir de déontologie médiatique sans liberté d'expression et liberté de presse. Comme Lochard l'a un petit peu développé dans sa présentation, la liberté d'expression qui est inscrite à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie des droits fondamentaux. La liberté d'expression conditionne l'exercice d'autres libertés, comme la liberté d'opinion, par exemple. Donc, c'est un droit. Le droit d'exprimer ce que l'on pense, le droit d'exprimer ses idées, mais dans le respect de l'autre, même si ces idées déplaisent. Donc, sans cette liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser. Et sans liberté de penser, il ne saurait avoir de démocratie, parce que le peuple ne peut pas s'exprimer. Et dans les pays où il n'y a pas non plus de liberté de la presse, les journaux ne peuvent pas parler de certains événements, de critiquer le pouvoir. Donc, à côté de la liberté tout court, la liberté individuelle, il faut la liberté d'expression et aussi la liberté de la presse qui garantit aux citoyens d'avoir toutes les informations
nécessaires pour se forger une opinion librement. Donc, pour cela, les journalistes obéissent à des règles. Ils peuvent parler de tous les sujets, mais en faisant attention à vérifier l'information pour en garder la qualité. C'est pourquoi, dans une démocratie, les journaux ont pour rôle d'éclairer les lecteurs et de susciter des débats d'idées entre citoyens. Le journaliste est aussi vu comme le chien de garde dans la société. Donc, liberté de presse repose sur liberté d'opinion, liberté d'expression. Donc, c'est essentiel, comme il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement, d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix. Grâce à elle, les médias sont libres de diffuser des avis différents, de commenter, de débattre, de critiquer. Donc, même si l'on dit il faut la responsabilité, il faut la liberté, mais quelle responsabilité et quelle liberté? Quand on est dans la question déontologique, le problème est beaucoup plus au niveau de la liberté personnelle. La déontologie, étant donné, c'est l'ensemble des règles émises par les professionnels d'une discipline dans l'exercice d'une profession, c'est l'adhésion personnelle, consciente, responsable et libre. Donc, il faut aussi cette liberté personnelle. Ce qui veut dire, c'est comme une relation entre un je et un tu. En tant que je et face au tu avec qui je constitue le nous, il faut qu'il y ait toujours un espace avant de rencontrer l'autre, avant de former ce couple. J'avais un passé, j'ai des relations. Donc, il ne faudrait pas que cette fusion m'étouffe. Il faut que j'ai un espace à moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté personnelle. Donc, nous pouvons reconnaître qu'un travail extraordinaire a été fait par des patrons de presse traditionnelle et les médias alternatifs. Mais ce travail aurait plus d'impact s'il aurait considéré l'apport des journalistes professionnels, des médias alternatifs, des médias en ligne et des travailleurs de la presse en général. D'où la nécessité d'une refonte de la loi du 31 juillet 1986 et du code de déontologie de 8 décembre 2011. Désormais, en termes de responsabilité, le journaliste ne l'aura pas seulement au niveau de la cueillette, du traitement et de la diffusion de l'information, mais il faudra aussi cette responsabilité dans le respect et dans la rémunération. La liberté, elle ne sera pas seulement à revendiquer comme liberté d'expression ou liberté de presse, mais la liberté fondamentale de la personne humaine, une liberté personnelle. Voilà mon point de vue sur la question. Et voilà comment il faudrait naviguer entre responsabilité et liberté pour arriver à un code de déontologie robuste en Haïti. Merci. Merci beaucoup, professeur Blo. Et une fois de plus, vous avez démontré votre capacité d'orateur et surtout de professeur. Et merci pour la qualité de votre intervention.
Et merci également pour la qualité des interventions de chacun de nos panélistes. Et Jeffrey avait présenté tout à l'heure le code de déontologie, également le mécanisme de mise en œuvre. Et Jacques Desrosiers, lui, est intervenu sur la question il a évoqué les difficultés de la mise en application de ce code en Haïti, et vous avez proposé un ensemble de réflexions sur la question de l'éthique, la question des médias et des journalistes en réalité. Place maintenant aux questions, aux interventions, et j'espère qu'elles ne seront pas longues, qu'elles seront plutôt courtes, précises, concises, comme on dit dans les règles de la communication. Si vous avez quelques questions, une question pour nos panélistes, vous pourriez pointer le doigt et moi, je vous donne la parole, ou vous pouvez également poser vos questions dans le chat pour faciliter les échanges, et comme ça, et nos intervenants pourront intervenir, répondre normalement aux questions et aux préoccupations ou aux critiques également. Donc, on est ouvert à tout ça. Et voilà. Et en attendant, vous pourriez pointer le doigt ou bien poser vos questions dans le chat. Mais moi, j'ai une question pour lancer j'ai envie de dire, lancer la première pierre pour faciliter les échanges. Quand on sait que les normes et les principes sont les garanties de confiance à l'égard des médias, lorsque le public sait que nous pratiquons une profession qui est encadrée par des normes, par des règles, ces normes-là, ce sont des garanties de confiance. C'est ces normes qui permettent au public d'avoir confiance aux journalistes, aux médias, parce qu'ils savent qu'ils respectent un ensemble de règles pour pratiquer ou pour exercer leur profession. Lorsque les journalistes piétinent ces règles, ces normes, il y a tout de suite un problème de crédibilité. Il se pose tout de suite un problème de crédibilité. On ne fait plus confiance aux médias, plus confiance aux journalistes, parce que eux-mêmes, ils ne respectent pas les normes qui dictent leur profession. Comment aujourd'hui faire en sorte que les journalistes et les médias respectent les normes éthiques du métier? Parce qu'aujourd'hui, là, chaque fois qu'on regarde Haïti, on regarde l'environnement médiatique, l'espace public haïtien, on a l'impression qu'il y a un problème de normes. Et même entre les journalistes, j'ai l'impression qu'ils ignorent qu'il existe des normes pour exercer la profession. Comment aujourd'hui faire respecter ça? Comment aujourd'hui demander aux journalistes de respecter le code de déontologie? La question est adressée à tout le monde. Mais je donne la parole au professeur Bleu d'abord, puisque c'est lui qui vient de terminer son intervention. Non, le premier problème, c'est qu'il devrait y avoir un changement de mentalité chez les journalistes. La plupart des journalistes se croient au-dessus de la loi et ils ne respectent pas, ils ne considèrent même pas qu'il existe une loi sur la presse en Haïti. Et cette loi existe bel et bien. Et la dernière question, c'est la loi du 31 juillet. Et d'autres problèmes vont se poser après. Par exemple, on va se demander qui est journaliste en Haïti? S'il y a quelque chose qui se passe, qui peut se revendiquer de la qualité de journaliste par rapport à l'État si on ne respecte pas ce qui est prescrit? Il y a l'article 10 et l'article 11. Voilà deux articles qui font peur aux journalistes. Or, pourquoi ne pas la respecter? À ce moment-là, on va avoir toutes les garanties possibles. Tu vois? Donc, et quand on se dit journaliste, on s'improvise, on n'a pas de formation de base. À ce moment-là, il va y avoir tout ça de laisser aller. Et quand je fais une erreur, cela va retomber sur toute la corporation. Et voilà, tout simplement. Un changement de mentalité et le respect des règles qui sont édictées. Voilà tout. Merci beaucoup, professeur. Alors, s'il n'y a pas d'autres réponses par rapport à ça, je passe la parole au sociologue Augustin. Alors, voilà. Je voudrais intervenir. Voilà. Par rapport à cette question. Je suis intimement d'accord avec le professeur Bleu qui a parlé du changement de responsabilité. Et c'est-à-dire, le professeur Bleu voit la chose du point de vue de l'éthique, du point de vue de la morale, c'est-à-dire de la responsabilité du journaliste lui-même.
même par rapport à la régulation. C'est-à-dire le fait qu'il a mentionné que le journaliste ne respecte même pas la loi, la régulation. Mais certaines fois aussi, même si je vous dis que nous, de l'UNESCO, nous appuyons beaucoup plus l'autorégulation que la régulation, mais lorsque, par exemple, on a parlé de la loi du 31 juillet 1986, dans la loi, il y a des moyens pour faire appliquer la loi. Il suffit que l'instance qui est en charge de l'application applique la loi par rapport aux dérives. Donc ça, c'est un élément fondamental, l'application de la loi. Bien sûr, dans mon intervention, j'ai mentionné dès le départ le contexte haïtien, la question de censure. Nous avons passé 30 ans de dictature. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, certaines fois, c'est pas un péché, mais ont des incidences de toute façon sur l'application de la régulation. Donc voilà pourquoi, encore une fois, je pense que l'autorégulation, bon, ce sera difficile à l'heure actuelle, c'est-à-dire n'importe qui se dit journaliste, et c'est une question qu'a posé le professeur Blo, a une page Facebook, a un téléphone portable, et donne des informations. A une page Facebook. Bon, je ne sais pas, peut-être que si on a, premièrement, l'autorégulation, c'est certain, le code, oui, le code n'est pas opposable à ces associations de médias et de journalistes qui ne les ont pas signés, c'est-à-dire les médias en ligne, etc. Mais si on arrive, par exemple, vous savez, c'est pas ce que vous pensez de ça aussi, avoir un conseil de presse, comme a proposé le CIMH. Bon, en dehors de toutes les recommandations qui ont été faites, c'est-à-dire la méthodologie, les organes de fonctionnement, etc., etc., etc. Ils ont mentionné le fait que dans cette question de conseil de presse, même si un journaliste n'a pas signé le code, c'est-à-dire le fait qu'on a le conseil de presse, il faut la légitimité aussi de ce conseil, c'est-à-dire avec des professionnels des médias, les membres de la société civile, ils peuvent recevoir des plaintes, c'est-à-dire rapidement demander le public, c'est-à-dire même par rapport aux médias en ligne, le conseil de presse peut faire des communications pour dire nous sommes le conseil de presse, c'est une institution qui est légitime, etc., 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 et que nous sommes habilités à recevoir des plaintes pour les journalistes. Vous voyez? Et ce conseil, justement, peut discuter, etc., etc., rappeler le journaliste à l'ordre. Moi, je pense que du point de vue de l'autorégulation, c'est-à-dire de la corporation, si on arrive au moins à faire ça, c'est-à-dire à rappeler le journaliste à l'ordre, au moins, vous voyez, en dehors des questions juridiques, c'est-à-dire où la personne qui est victime peut choisir d'aller à la justice pour diffamation, etc. Parce que la loi haïtienne punit ces questions aussi. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que le conseil de presse, en dehors d'autres questions, je vais te donner la parole, Jacques, en dehors d'autres questions, d'autres droits que la personne a, même si au niveau interne, on arrive au moins à faire quelque chose, moi, je pense que c'est de ce côté-là que nous sommes. Moi, je pense que c'est un atout considérable. Moi, je pense que quand on parle de responsabilité des journalistes et dans la diffusion de l'information, je pense que cette responsabilité est partagée entre les journalistes et les acteurs qui interviennent dans les médias, qui interviennent au niveau, dans les micros des journalistes. Si on a des acteurs irresponsables, on ne peut pas avoir de presse responsable. Parce que le journaliste rapporte ce qu'il voit, ce qui est écrit, ce qui est dit. Maintenant, si ce sont des acteurs qui disent, ce sont les acteurs qui font les événements, ce sont les acteurs qui écrivent également. Donc, si on a des acteurs irresponsables, on aura toujours cette presse irresponsable. La première chose. Là, on fait référence à la législation. Malheureusement, je vais dire que quand on se réfère au décret de 86, par exemple, l'instance, par exemple, il y a un article dans le décret de 86 qui fait obligation d'avoir une carte professionnelle de presse. Mais cette carte-là devrait être délivrée par le ministère de l'Information et de la Coordination qui n'existe plus.
Et le ministère de la Culture et de la Communication, entre parenthèses, qui devait remplacer le ministère de l'Information et de la Coordination, à date, n'a pas de loi organique. N'a pas de loi organique. Donc, déjà, on ne peut pas se référer au décret de 86 pour sanctionner la question de la presse, des journalistes. La deuxième question, au Conatel, par exemple. Le décret réglementant le fonctionnement de Conatel, qui donne à l'État le monopole sur la radiodiffusion dans son chapitre 4, date de 1977. Environ 40 ans, plus de 40 ans. Donc, sur le terrain, je l'avais dit, juste à date, il n'y a aucune régulation sur l'Internet, aucune régulation sur la numérisation. Comment le Conatel, comment une instance va sanctionner des dérives liées à la numérisation? C'est au niveau de l'instance. Maintenant, il y a d'autres questions par rapport à l'effet qui prône l'autorégulation. L'autorégulation se fait à travers les codes. Et les sanctions des codes, les sanctions de l'autorégulation sont toujours morales. Sont morales. Donc, oui, vous prenez une structure, etc., mais ce sera toujours moral. Et là, ce que je prône moi-même au niveau de l'AGH, je prône une législation sur la presse. Une législation impliquant définissant le métier de journaliste, une législation qui fixe les règles du métier, une législation qui prévoit des instruments pour sanctionner les actions de la presse. Comme par exemple, en France, il y a la commission de la CAT, par exemple. Il y a le CSA, par exemple. Donc, nous prenons une législation haïtienne capable de traiter toutes ces questions-là. Pour qu'il y ait cette législation, il faut que les hommes politiques et les hommes et les femmes politiques d'Haïti incluent la communication, fait de la communication comme ils font de la santé, de l'économie. Il faut une politique de communication publique. Seule une politique de communication publique capable d'initier les corrections que nous constatons dans les médias aujourd'hui. C'était là ma réponse. Merci beaucoup pour les réponses. Je passe la parole à Smith Augustin avant de rentrer dans le chat pour voir les différentes questions qui ont été formulées. Smith Augustin, vous avez la parole. Voilà. En attendant, je pose la première question dans le chat qui a été formulée par Fares. Quelle est la responsabilité du public dans la régulation des médias? N'importe lequel des intervenants peut répondre à cette question. Smith, j'ai essayé de vous donner le micro, mais c'était fermé. Et puis, la deuxième question, c'est de Jean-Claude Louis, Institut Panos Caraïbes. Panos, en collaboration avec AIGH, avait fait le tour du pays pour faire la promotion de ce code, mais ces journalistes, pour la plupart, ne sont plus dans le journalisme. La majorité des journalistes de nos jours ignorent ce code. Ce code fait-il partie du curriculum des écoles de formation en journalisme? C'est une question qui a été posée. La deuxième question, quand est-ce que le débat de la presse va être posé en Haïti? La presse est polarisée et ne se parle pas. Les associations n'ont aucun contrôle sur leurs membres. S'il en existe encore pour la plupart des associations, on a besoin de consensus pour fixer les règles. Quand aura-t-on une autorégulation régulée? Les journalistes doivent répondre à un corpus quand il y a, par exemple, des informations, excès de langage, etc.
la dernière remarque, l'initiative de conseil de presse proposée par CMH est une première étape. Bon, ça, c'est une remarque, mais comment l'implémenter avec l'accord des ténors de la presse? Je pense que vous pouvez réagir par rapport à ces questions en attendant le retour de Smith-Augustin si sa question viendra encore. Bon, moi, je pense que Fares a posé une question assez fondamentale. Peut-être qu'on pourrait Oui. commencer dessus, la responsabilité du public dans la régulation des médias. Je Ouais. voudrais, comme Jacques Desrosiers, il a parlé de la question de co-responsabilité, même lui, il a parlé de la responsabilité des acteurs. Je voudrais lui entendre par rapport à cette question. C'est-à-dire, maintenant, on a 3 acteurs, le public, les journalistes et les acteurs, par exemple, en cas d'une interview, si je comprends bien, de journalistes, et qu'il y a des propos diffamatoires qui ont été tenus. Maintenant, le public. Bon, pour moi, le public peut porter plainte, mais j'aurais bien aimé entendre Jacques Desrosiers par rapport à ça, qui a parlé d'autres acteurs, la responsabilité des acteurs. Peut-être qu'il pourrait préciser cette question de co-responsabilité dont il a parlé. Également, le professeur Blot peut intervenir à tout moment. Oui, par rapport à cette question, et je ferai prendre un simple exemple, la question de diffamation. On entend chaque jour, on accuse des journalistes de diffamer et on accuse des journalistes de mentir, etc. Mais combien de plaintes qui ont été déposées au niveau de la justice pour cette diffamation? Là, c'est le rôle des acteurs. Combien de plaintes? Si on n'a pas déposé de plaintes, la législation haïtienne, aussi faible qu'elle soit, traite la question de diffamation, de dénonciation calomnieuse, d'injure avec le code pénal. Mais combien de plaintes ont été déposées contre un journaliste ou contre les médias? Seulement ça, on peut déjà voir la responsabilité des acteurs. Oui, c'était ma position aussi, c'est-à-dire le public peut porter plainte. Et moi, je pense que c'est seulement ce rôle-là que le public peut jouer dans la régulation des médias. Et... Oui, terminé. Oui. Allez-y. Non, apparemment, professeur Blot allait dire quelque chose. Hein? Votre micro, professeur Blot. Ça va? Oui, ça va bien. OK. Non, je voulais dire 2 choses. D'abord, concernant le public, il y a ce qu'on appelle l'audiomètre. Ce qui veut dire que quand on a fait quelque chose, maintenant, il y a la cote du média qui va tomber. Donc, à ce moment-là, c'est une réponse du public. C'est le public qui agit par rapport à ce que vous avez fait. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que parfois aussi, nous oublions que l'État a le monopole de la violence légitime. Et l'État fait des obligations. Il nous demande d'avoir un papier sanctionnant notre formation comme journaliste avant de nous reconnaître comme journaliste. Il nous demande d'avoir une carte de presse émanant de la presse où nous militons. Il nous demande d'avoir un récépissé de la Direction générale des impôts. Pourquoi ne pas les avoir? Et je suis certain qu'à 90%, les journalistes... Professeur Blot, oui. Cette même loi qui demande qu'on ait un récépissé de la DGI, cette même loi qui demande qu'on ait une carte de presse, etc., cette même loi demande aussi que le ministère de l'Information de la Coordination, le ministère de l'Information de la Coordination délivre une carte professionnelle que ce ministère qui n'existe pas. Mais après le dépôt, de cette pièce. C'est tout un paquet. Non, je comprends très bien. Cependant, il n'y a pas de vide dans l'État. Il n'y a pas de vide. Il y a toujours une instance qui va toujours suppléer. Et il y a ce problème du monopole de la violence légitime. Et c'est nous qui allons être victimes. Et si aujourd'hui, l'État veut mettre en application certaines de ces injonctions, il va nous rester combien de journalistes? Et c'est là, justement, nous devons coincer l'État au lieu de nous laisser coincer par l'État. Combien d'entre nous peuvent poser la question, quel est le ministère à même de délivrer cette carte? Parce que nous n'avons pas, justement, nous, de notre côté, rempli les conditions posées. Et c'est ça. Et ça va être le problème aussi
de ce conseil de presse. Ça va être le grand problème. Parce que tout le monde va s'improviser journaliste et comment justement éviter cela. Et c'est ce qui fait le grand problème. Voilà. Oui, mais professeur, alors, oui, c'est un problème pour le conseil de presse, mais de toute façon, comme je vous dis, au niveau international, par rapport aux États membres, l'UNESCO prône l'autorégulation, c'est-à-dire, là, je comprends que la JH, à travers Jacques Desrosiers, oui, c'est important de réguler le secteur de la presse en Haïti, vu les dérives. Mais au moins, on a réussi à avoir le code. Bon, le code, oui, il y a des problèmes d'application, c'est certain. C'est-à-dire, on a le code sans le code, si je comprends. Mais au moins, on a le code, on a un mécanisme d'application qui est le conseil de presse. C'est-à-dire, même au niveau de la sanction morale, moi, je vois que c'est comme si dans vos interventions, vous faites, c'est pas important la sanction morale. Moi, je pense que c'est important. Si un journaliste fait un dérive et que la corporation, à travers un conseil de presse, se réunit et pointe le journaliste, c'est-à-dire, le conseil de presse peut avoir il y a plusieurs étapes. On peut commencer par parler au journaliste, discuter avec lui. S'il continue, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sera progressif. C'est certain qu'on ne pourrait pas lui enlever son microphone, sa page Facebook. Bon, peut-être, parlons de page Facebook. Le conseil de presse, attention Jacques, pourrait peut-être contacter Facebook, demander de fermer sa page, par exemple. Donc, moi, je pense que ce sera quand même un élément qui pourrait accompagner le code, puisqu'on n'arrive pas à cette régulation, avec tous ces problèmes que pose, je comprends la position de Jacques par rapport à la loi du 31 juillet 1986. Il y a des institutions qui ne sont pas mises en place, la question de qu'on appelle l'Internet, etc. Il y a beaucoup de problèmes, mais en attendant, si on arrive à nous organiser en tant que professionnels de la presse pour sanctionner les dérives, même au niveau moral, ou appeler à l'interne, moi, je pense que ça a un atout considérable. Voilà. Jeffrey, la parole. Je ne suis pas contre l'autorégulation. Moi, l'autorégulation n'est pas suffisante. Okay. Les sanctions sont morales. C'est pour cette raison que je prône une législation sur la presse. Je prône également d'impliquer la presse dans une politique de communication publique, comme on fait pour la santé, comme on fait pour l'éducation. Au Sablo? Oui, moi, ce que je voulais dire, justement, ce n'est pas une question contre la sanction morale, mais ce qu'il faut voir, c'est que la question des intérêts. Le patron et l'ouvrier n'ont pas le même intérêt. Et nous devons être clairs là-dessus. Et ce qui fait la confusion, c'est que nous avons trop de journalistes patrons de presse. Parce que le patron de presse, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur. Le journaliste reste un professionnel et on ne peut pas mettre les deux intérêts ensemble. Voilà ce que je veux éclaircir. Ça aboutira toujours à un problème. Et c'est ça qu'il faut réguler aussi. Ou bien avoir deux codes, ou bien, mais pour moi, c'est un problème de fond. Merci beaucoup. Ce sont des éléments qui sont de journalistes, patrons de médias, ce sont des éléments pour un autre débat. Et c'est son débat pourquoi vraiment fini d'ailleurs. Et jusqu'à ce que nous régulions et secteur pour le marché, Jean-Louis marché. On n'aurait jamais un code. Bon, oui, on a un code. Peut-être qu'il faut l'application de ce code ou bien, en tout cas, une révision, amendement, je ne sais pas, mais il faut quand même revoir le code et regarder dans quel sens qu'on peut essayer d'appliquer le code au maximum pour que la presse soit professionnalisant de plus en plus. Parce que si alors par rapport professionnalisation, ça... Excusez-moi, par rapport au code, il y a toujours eu ce problème qui est posé. Et je pense que j'étais du même côté de l'Association des journalistes haïtiens. Si le code n'est pas appliqué, on ne peut pas le réviser. Moi, à un certain moment, je pensais à la révision aussi. Donc, c'est-à-dire... à la base, il n'est pas appliqué. Exactement. C'est-à-dire comment le réviser. Okay. Pourquoi ne pas penser au mécanisme d'application, etc. Parce que, oui, ce n'est pas suffisant, comme a dit Jacques, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre l'autorégulation, mais il pense que ce n'est pas suffisant. Tout comme je pense que le professeur n'est pas contre l'autorégulation. Personne n'est contre l'autorégulation. Donc, moi, je pense que, par rapport à la situation actuelle, il faut commencer quelque part.
OK, mais il faut nuancer aussi avant de donner la parole. Alors, pour me poser des questions qui passaient dans le chat là, il faut nuancer. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. C'est pas comme s'il y avait aucun journaliste n'appliquait les principes qui existent. En tout cas, oui, métier, il vient avec règles, il vient en omni. Il y a des journalistes professionnels qui font leur travail en Haïti. Sinon, alors l'idée, c'est qu'il ne faut pas cracher sur toute la presse en réalité. C'est vrai, il y a des journalistes qui ignoraient qu'il y a des codes qui existaient, mais il y a aussi des journalistes qui savent que la profession marche avec toute norme, marche avec toute règle, et ils ont respecté les règles, ils ont essayé de faire du mieux qu'ils sont capables pour qu'ils ont respecté les principes et ils ont avancé dans la règle du métier. Alors, une question dans le chat là, dans la pratique du métier en Haïti, est-ce que les patrons n'ont pas de responsabilités lorsque nous savons que les journalistes ne sont pas rémunérés comme cela devrait être? Certaines institutions paient les journalistes à la place des institutions médiatiques lors de certains déplacements, etc., à l'étranger. Bon, sans un comité d'autorégulation, peut-on vraiment parler de l'application de ce code dont la majorité des journalistes à Port-au-Prince n'en avaient même pas connaissance en 2017, soit 6 ans après la signature de ce code? Bon, là, j'ai essayé de partager question avec nous. Évidemment, pas nous répondre dans une certaine mesure, mais s'il y a des éléments, des éléments que nous avons ajoutés avant que Mbaye Fares, c'est même qu'il gagné pour le passer et incessamment, mot parler ou dernier mot parler dans le cas d'échange là. Votre réaction sur ça? Poser la question du salaire des journalistes et poser la question de l'économie des médias. Aujourd'hui, il y a une nécessité de recherche en ce sens, de travail en ce sens sur l'économie des médias. Aujourd'hui, il y a environ 200 radios à Port-au-Prince. Comment elles font pour vivre, pour payer des journalistes? Aujourd'hui, avec une cinquantaine de chaînes de télévision, comment font-elles pour fonctionner? Donc, il y a une nécessité de poser la question de l'économie des médias aujourd'hui en Haïti. Et oui, il y a des débats, un débat. Mais j'ai l'impression que cette question confond le per diem et le salaire. Les journalistes qui se déplacent à l'étranger, qui se déplacent dans une région avec un acteur dans un organisme quelconque, on lui donne un per diem qu'il peut recevoir ou il peut ne pas recevoir aussi. Donc, il ne faut pas confondre per diem et salaire. On ne peut pas un journaliste pour faire un déplacement. On lui donne un per diem qu'il peut recevoir. De même, il peut ne pas le recevoir. Mais la question de salaire, les conditions de travail des journalistes, il y a deux choses à faire. Il y a deux choses. Premièrement, c'est poser la question, qu'on réfléchisse, voir l'économie des médias, comment fonctionnent ces 200 radios à Port-au-Prince. Deuxièmement, il faut voir ça au niveau du pays, également les conditions sociales, les conditions de travail dans le pays également. Aussi simple que ça. Alors, la question maintenant, alors, professeur Blo, vous avez une réaction forcément ou pas vraiment? Oui, c'est ça, c'est parce que je me suis dit que, effectivement, déjà, le nombre de médias, le nombre de radios doit nous interpeller. 200. Ça explique quoi? On a combien de professionnels sérieux à travailler là-dessus? 200. Et l'autre question aussi, qui est fondamentale, et je l'ai rappelé un peu au commencement, c'est que la presse est devenue comme un tremplin. Et la grande question à se poser, et peut-être à revoir au niveau du code ou bien au niveau de la loi sur la presse, la grande question, combien d'élus n'ont pas une radio ou une télévision? C'est juste une question. Bon, ça, c'est la question, c'est une des questions traitées par Ousnik Panier dans son travail, la question de la politisation des médias, la politisation des fréquences, au niveau accaparer et toute fréquence, politiciens, pour voir comment ils sont capables de contrôler le système médiatique là net. Et dans les villes de province, c'est politiciens qui gèrent ça, et qui gèrent les médias. C'est parce que c'est un véritable pouvoir. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est quand même une institution qui a attiré de grandes tentations. Alors, Fares pose une question, Fares vous intervenu ou pose une question dans le chapitre. L'autorégulation doit être accompagnée de la régulation externe, c'est-à-dire l'État doit faire face
Alors, l'État doit faire des exigences aux patrons, le public doit sanctionner les médias quand ils font les dérives. Bon, voilà, là, c'est pour évoquer plusieurs acteurs qui sont entrés dans la question de régulation, à la fois les patrons de médias, mais aussi le public en réalité. Même si, et Jeffrey a prôné l'idée d'un conseil. Peut-être qu'on sait là, et c'est encore les médias, c'est les responsables de médias qui pourraient, institutions médiatiques qui pourraient le former et conseil là. Smith, je ne sais pas ces questions-là toujours dans l'air, c'est peut-être la dernière question avant que, parce que nous avons débordé, même si nous commençons en retard. Nous avons après une question pour là, s'il le faut, mais sinon. Alors, Merci. voilà. Ouais, merci beaucoup, Wilkinson. Bon, c'est une question à deux volets, en fait. C'est la première question, c'est. Bon, ici, parce que dans toutes les interventions, on en parle. Qui est journaliste qui ne l'est pas actuellement en Haïti? Bon, est-ce possible d'aller vers enfin, une corporation qui autorise l'exercice du métier, comme par exemple, c'est pratiquement fait, enfin, une corporation et l'État aussi, c'est pratiquement fait pour les avocats, par exemple, il faut être autorisé par le barreau, etc. Ou maintenant, pour les enseignants, on voit que le ministère de l'Éducation nationale fait un effort pour que les enseignants puissent avoir un permis, enfin, moyennant la preuve d'une certaine compétence. Bon, en Haïti, on ne sait pas qui est journaliste, qui ne l'est pas. Premièrement, on sait qu'il y a une école de communication sciences humaines, il y a pas mal d'écoles privées qui offrent des formations en journalisme, mais on ne sait pas vraiment en Haïti quelle institution, que ce soit de l'État ou privé, et de façon sérieuse, autorise un diplôme universitaire minimal, c'est-à-dire une licence en journalisme. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de journalistes, mais peu de gens licenciés en journalisme. Mais la première question, comment réguler cette autorisation d'exercice du métier de journaliste en Haïti par rapport au problème de la formation et dans un premier temps, mais la deuxième question maintenant est le défi par rapport aux réseaux sociaux. On sait que tout le monde a un compte Facebook, etc., s'improvise journaliste. Il n'a pas de formation, ils n'ont pas été autorisés ni par une corporation ni par l'État. D'autant plus que si c'est des gens qui vivent à l'extérieur, ils se créent eux-mêmes une audience, ils fonctionnent à partir de cette audience-là, et puis on est dans le chaos total. Et cette personne est libre de tout dire, enfin tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. On est dans le chaos. Comment, à partir de cette réflexion sur la déontologie des médias, penser cette problématique liée, d'une part, à la question de la formation et à la sanction de la compétence réelle, et deuxièmement, comment faire face, si je peux le dire ainsi, à cette dérive, et vous me permettez l'expression, je ne suis pas spécialisé en la matière, mais cette dérive des réseaux sociaux, c'est ça, des individus qui s'improvisent journalistes et qui d'ailleurs imposent une certaine autorité sur d'autres personnes ou d'autres médias traditionnels. Et on a l'impression qu'on est impuissant face à cette réalité, au moins de mon point de vue. Merci. Et mon félicitations pour vos interventions et que je suis avec grand intérêt. Merci. Merci. Alors, je vous laisse répondre. Professeur Blo, moi, souris, probablement, on va répondre ça avant. Ensuite, est-ce que peut-être il y a Jacques qui a demandé la parole? Oui, je vais aussi la possibilité de vous poser des questions par là, mais on ne pas répondre sur Picoute pour Jacques qui a posé des questions par là. Non, c'est toujours sur la même question, justement, qui est journaliste? Et la première question, c'est que pour y répondre, c'est qu'il faut suivre ce que l'État demande. Et deuxièmement, ça va être justement le grand problème du conseil de presse dont parle Jeffrey. Voilà. Il faut commencer par réguler ça, parce qu'on sait qu'il y a médecin, on sait qu'il y a ingénieur, donc on peut savoir qui est journaliste. Et aussi, je dois dire aussi, chez nous, j'allais dire chez nous, mais à la faculté des sciences humaines, nous avons un département de communication. Mais je sais qu'à l'UNEF, ils ont une faculté des relations publiques. Et aussi à l'Université de Port-au-Prince, ils ont aussi un département de communication. Donc, il y a plusieurs écoles supérieures à donner une formation en ce sens. Pas seulement en journalisme, mais en communication. Et voilà. Je l'ai déjà dit, je dis qu'il faut une régulation, une loi sur la presse traitant toutes ces questions. La question qui est journaliste, la question de la formation, etc. Et nous prenons, nous exigeons une loi générale qui traite la question de la presse.
Une législation sur la question. Sur la question. OK. Ben, je crois comprendre que, et Jeffrey, en tout cas, et professeur Blo et Jacques Desrosiers, c'est quand même la même réponse, même si gagne et petite divergence d'approche. Mais nous tous d'accord, effectivement, il faut une régulation sur le secteur, donc, qui manque nous. Et Jacques Imac, vous avez une question ou une approche, une remarque, une critique? Quelques secondes. Alors, Jacques Imac, si possible, ouvrez le micro par là, ou bien caméra, si possible, pour capable poser question 1, pour nous capable clôturer séance et intervention, et certainement arriver au mot de conclusion de Jean Fares Jérôme. Alors, Jackie et Thierry Merli, bon, est-ce que ça veut dire que la question ne tient plus? Pas de problème. Alors, bon, voilà, Jackie Mac, moi, bon micro, comme vous levez, mais encore une fois. Micro pas ouvrir, micro pas réactiver. Bon, probablement, il y a un problème. Bon, en tout cas, et vraiment merci pour la qualité de vos interventions. Jean Fares, Jérôme, Baou, placer des mots par rapport à le cadre d'échange ça. Moi, pas Jacques qui marque, donc je vais quitter la parole avec Fares. Et Fares, vous avez le micro. Merci, Wolgenson, de me donner la parole. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués intervenants, en tant que représentant du CIMH en Haïti, je suis honoré de conclure cette rencontre enrichissante dédiée à la déontologie des médias de notre pays. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape cruciale de la quête d'un journalisme plus responsable et éthique en Haïti. Nous avons écouté avec attention les analyses profondes et les perspectives variées de nos trois intervenants, professeur Louis-Gabriel Blo, et que nous saluons. Et je pense que le public est content de revoir les professeurs. Et M. Jeffrey Clark-Louchard et M. Jacques Desrosiers, leurs interventions ont mis en lumière les défis complexes auxquels notre système médiatique est confronté et ont proposé des pistes de réflexion et d'action pour l'avenir. Merci encore d'avoir bien apporté votre pierre à l'enrichissement des discussions. L'importance de l'autorégulation, la nécessité d'un engagement accru des médias dans la mise en œuvre effective du code de déontologie et le rôle crucial de la formation continue pour nos journalistes sont des idées qui ont été récurrentes dans nos discussions. Il est clair que notre chemin vers une presse plus responsable et crédible n'est pas sans obstacle. Cependant, les débats d'aujourd'hui nous ont donné espoir et motivation pour avancer. Le CIMH, en collaboration avec ses partenaires, dont l'UNESCO, reste déterminé à soutenir ce voyage vers l'excellence journalistique en Haïti. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre participation active, vos questions pertinentes et votre engagement en faveur de l'amélioration de nos standards médiatiques. Un remerciement est spécial à nos intervenants pour leur expertise et leur temps. Enfin, je vous invite tous à rester engagés dans ce dialogue. Le succès de notre démarche dépend de notre capacité à collaborer, à partager nos connaissances et à agir ensemble pour un avenir médiatique plus brillant en Haïti. Notre prochain et dernier rendez-vous pour l'année 2023 est le 16 décembre. Le thème et le nom des intervenants à la prochaine rencontre vous seront communiqués bientôt. Merci encore pour votre présence et votre contribution précieuse à cette rencontre. Continuons à œuvrer ensemble pour un journalisme haïtien plus responsable, transparent et déontologique. Bonne continuation à tous et à la prochaine rencontre du CIMH. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, Jean-Fares Jérôme. Professeur Blo est content également, ça se voit, hein, de vous revoir. Ouais. Et ça fait longtemps. Et puis, je vous laisserai quand même quelques secondes pour placer vos mots, probablement, de conclusion, de remerciement. Et puis, Jeffrey, ça a été un plaisir aussi. Le plaisir est pour moi. Je pense que
On a fait un très bon débat. Je dois remercier le CEMH et notamment le professeur Fares Jérôme également, Wisnik Panier, tous les collègues de CEMH. Et je pense que pour moi, je ne voulais pas que on a fait ce débat, mais que ça reste à ce niveau. Peut-être que ce serait bien, même si je sais que vous allez rédiger des textes pour la presse, etc., mais après ce débat-là, ce serait bien d'avoir un document sur les recommandations. Et je vois la tendance générale, c'est une loi générale sur la presse, que ce soit le professeur Blo et M. Desrosiers. C'est qu'on est capable, justement, les éléments clés de l'autorégulation, le conseil de presse, etc., le mécanisme du code de déontologie, mais je pense que il y a des actions concrètes, c'est-à-dire il y a des institutions qui ont été pointées du doigt. On parle de l'État, l'État à travers des institutions, par exemple, le CONATEL, il y a le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère du Commerce, il y a donc tout un ensemble de... Je pense que l'UNESCO a un rôle à jouer par rapport à ça également. Et donc, nous avons pris note au niveau de l'UNESCO pour voir comment supporter et pour qu'on puisse aboutir, pour que l'État vraiment puisse prendre sa responsabilité. Je pense que c'est ça. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. Donc, la responsabilité de l'État par rapport à toutes ces dérives pour vraiment corriger ce qui doit être corrigé en dehors des sanctions morales qui sont apportées par les associations de médias et de journalistes elles-mêmes à travers leurs membres. Voilà. Jacques Desrosiers, si vous avez quelques mots. Bon, je remercie le CMH, le CEMH pour ce débat et le débat qui doit être continué. Je remercie également le professeur Blo. Je remercie Jeffrey également et toute l'équipe. Merci aux participants, aux assistants à ce débat. Merci. Professeur Blo. Je suis content de vous revoir tous et de me remettre dans l'ambiance de l'enseignement. Donc, je suis content et je vous garantis toute ma participation une prochaine fois. Tant que vous voulez, je suis à votre service. Merci beaucoup et je suis désolé, Jacques Ima, que je n'ai pas eu le temps de vous donner la parole. Et j'espère vraiment qu'on peut vous avoir dans un prochain débat, une prochaine rencontre. Et également, d'être bien content de participer avec nous, de nous poser réflexion parce que je connais le nom, je connais la personnalité, certainement un élément important que nous sommes capables d'utiliser comme ressource qui est capable d'aider mettez pion parler dans le débat sur la presse, sur les médias. Et merci également aux autres participants. J'ai remarqué plusieurs autres personnalités qui étaient là, qui étaient allés, qui participaient. Parce que coup de main par nous a utile en pile dans le cadre projet ça, dans le cadre objectif que nous gagnons pour nous faire, on croisement la parole, et si je dis comme ça, entre le monde qui est intéressé à la problématique qui est liée avec question médias, et surtout évolution médias en Haïti, et c'est qui grand pile enjeu qui intéresse nous, et aussi pas cap témoigner de ça, comme tout l'autre membre de l'équipe cap témoigner de ça. Et vraiment content de qualité échange aujourd'hui. Merci également à nos partenaires qui continuent de supporter notre projet, si je me dire comme ça. Voilà. Wisnik, comme moi, ou les mes caméras, forcément dit que on va mettre un petit mot quand même pour dire au revoir sans être trop long. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Bon, normalement, plus rien à dire parce que Fares, qui est le représentant du CIMH en Haïti, a déjà parlé au nom de toute l'équipe pour placer les mots de remerciement et les mots de la fin, annoncer le prochain rendez-vous. Je n'ai plus rien vraiment à ajouter, sinon, Merci. à chacun de vous, merci à nos panélistes et merci à chacun des participants. Donc, le rendez-vous, c'est pour, comme Fares l'a annoncé, c'est pour le 16 décembre, nous allons communiquer la nouvelle thématique et les intervenants. Donc, j'avais tellement envie de prendre la parole parce que la question de la qui me tient à cœur aussi, mais des fois, il faut entendre les nouvelles perspectives. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu poser de questions ni intervenir, mais je voulais laisser le temps aux participants de placer leurs mots. Bon, et puis, le sujet est riche. On aura le temps également de Voilà. débattre d'autres dimensions de ce sujet, quoi. Effectivement. Merci. Et je suis très content de voir le professeur Blo parce que quand je fais la déontologie, merci.
Merci. C'est l'homme qui connaît tous ses étudiants en plus. Oui. Il parle tellement bien de vous, je me suis dit, waouh, c'est un moyen vraiment extraordinaire. On a retrouvé professeur Blo qui est disponible maintenant pour nous, donc je pense il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Moi, je pense qu'il y a du boulot. Je vous encourage. Il faut qu'il y ait des recommandations à l'écrit par rapport à cette question de déontologie, parce que c'est une question importante pour le pays, pour la nation. Moi, je pense qu'il faut qu'on réagisse dessus. Donc, nous sommes les professionnels les mieux placés il y a d'autres professionnels, c'est certain. Bien sûr. Et ensemble, on pourrait aboutir à quelque chose pour être utile à notre pays. Et voilà, ce sont les bons mots de la fin. Merci à tous, ça a été un plaisir. Monsieur Blo, nous te comptons. Merci. D'accord. OK, Jacques, dans quel contact? All right. D'accord. OK, bye-bye.